pas très nombreux, ça fait toujours plaisir de voir une conférence, ça attire quand même un peu de monde. Donc, le thème de la conférence cet après-midi, c'est innover à Grenoble. Et je vais laisser la parole à M. Abderrahmane Djellal, qui est l'adjoint chargé à l'économie de la mairie de Grenoble. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole. Merci. Je me rappelle de ces amphis, j'ai une formation d'économiste par ailleurs. Vous entendez, tout le monde entend? Peut-être que vous enregistrez, non? Ah non, c'est pour juste pour. Vous saluez de cette initiative régulière, de trouver des sujets, pour parler d'économie autrement. Le thème de l'innovation, il faut arriver à le préciser aussi, parce que l'écosystème grenoblois dans son ensemble, et si on passe par l'écosystème grenoblois, c'est aussi par la bassin d'emploi, il y a une région urbaine. Il y a bien les notions d'innovation technologique, dans lesquelles les notions de création d'emplois sont au cœur même des politiques humaines, et ensuite il y a bien des notions d'innovation sociétale, savoir ce qui se crée dans les sciences humaines, et comment un certain nombre de défis à relever traversent les questions d'innovation. Je vais prendre quelques exemples sur ce sujet-là. Nous avons des défis à relever du fait du vieillissement de la population. Aujourd'hui, dès maintenant, 2 générations de retraités vivent dans nos villes, en plus en plus. Ce qui était encore une génération de retraités, dès l'enchaînement de l'espérance de vie, on est obligé de développer et de regarder comment une partie de ces habitants vivent nos territoires. Et que du coup, les questions d'innovation technologique se posent pour relever ces défis. L'histoire industrielle de Grenoble, ceux qui ne connaissent pas, ne se situent pas pourquoi Grenoble fait partie du dernier classement Forbes de la magazine américaine. En 2013, nous avons été classés 5e ville la plus innovante dans le monde par le dépôt de brevets. Ça se mesure par les dépôts de brevets de notre CEA, mais y compris beaucoup d'entreprises. Je donnerai quelques exemples de modèles spécifiques économiques assez intéressants et astucieux dans cette période de crise. L'histoire remonte très loin, avec la crise d'hydroélectricité, vous avez peut-être entendu parler. On a des montagnes, ça se voit, il faut maîtriser l'eau qui coule de ces montagnes. À partir de là, à l'époque, Aristide Berger avait réussi, au début du siècle dernier, à maîtriser cette énergie-là pour en faire de l'énergie électrique, donc déjà de l'énergie propre. Et que ça a été certainement une source d'innovation sur le territoire de l'air grenobloise. Et depuis 100 ans, dans le 19e siècle, la question de l'innovation a traversé l'ensemble de ces territoires. C'est vraiment important. Et ensuite, on a 3 personnalités dans les années 50 qui ont fait qu'aujourd'hui, Grenoble, le grand Grenoble, compte parmi ces territoires mondiaux de recherche, d'innovation et notamment en industrie. Ce sont Louis Merlin, qui a créé Merlin Lab, au Chili. Il y a aussi Louis Veil et Louis Veil. Louis Veil étant un universitaire, et puis Louis Veil était un remarquable professeur
été prix Nobel, d'ailleurs, physique. Et c'est lui qui, le premier, dans les années 50, a installé le CEA à Grenoble. Et ce centre d'études atomiques à l'époque, on apprend le nucléaire sur la partie grenobloise, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous savez, la presqu'île scientifique. À l'époque, c'était un polygone militaire. Il est arrivé pour installer là, il a dit je vais racheter tous les 250 hectares à l'État pour en faire une zone qui, à terme, deviendra une excellence de la relation entre l'université, la recherche et l'industrie. Et donc, nous avons une chance d'avoir eu des hommes et des femmes qui ont permis, aujourd'hui, de pouvoir être parmi des villes les plus innovantes dans le monde. Et cette attractivité et cette compétitivité de notre système vraiment repose avant toute chose sur l'excellence de notre pôle scientifique. Pour que ça marche, il vous faut des pôles scientifiques de très haut niveau. Je vous rappelle que nous sommes la capitale de région, la capitale de région est Lyon, et en France, nous sommes la ville, après Paris, qui compte le plus d'ingénieurs, y compris de labos qui travaillent à la compétitivité mondiale. Et il était important, dans un premier temps, de pouvoir réexpliquer ce pourquoi Grenoble a eu, il y a maintenant plus de 100 ans, cette activité. Il y a eu ensuite l'ensemble de l'industrie du gant. Grenoble est le centre, mais y compris autour de la ganterie, était parmi les places fortes dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis 100 ans après, il ne reste plus qu'une petite entreprise qui ont développé aujourd'hui des gants dans le luxe. Et voilà, ils vendent des gants partout dans le monde et ils ont relancé de façon, bien sûr, à l'échelle du PME, cette question-là de la ganterie. Et ensuite, bien entendu, nous avons pu bénéficier tout au long de l'histoire de Grenoble d'un grand nombre d'industriels qui sont venus sur le territoire grenoblois. Il y a une bouche à Vianney. C'est une des parties de Grenoble, pas très loin de la entre l'université, les laboratoires privés et publics, la relation avec la recherche fondamentale et la recherche appliquée à la recherche technologique, et bien sûr l'industrie. C'est comme ça qu'on perçoit et qu'on conçoit l'innovation. Et si nous avons, dans un certain nombre de secteurs, et notamment dans la filière de la microélectronique, non seulement maintenu les emplois, mais gagné des emplois, c'est grâce à cette interaction, cet écosystème. Et les collectivités, nous avons mis aussi des moyens financiers pour accompagner à cette transition industrielle et anticiper des mutations industrielles. Il y a des territoires en France qui n'ont pas su le faire, hélas, qui se retrouvent aujourd'hui en très grande difficulté, faute d'une activité économique qui a su innover. Depuis, un certain nombre aussi de données pour vous donner à comprendre l'écosystème grenoblois, notamment dans les filières de la nano-électronique et la question des logiciels. Grenoble et son département, c'est pas loin de 40 000 emplois. En emploi direct et en emploi indirect. Les emplois indirects, c'est tout ce qui est induit par la sous-traitance en particulier, tout ce qui fait vivre l'écosystème. C'est l'un des 3 plus grands centres mondiaux pour la question des micro-nanotechnologies, avec un site qui est aux USA et un autre à Taïwan. On est vraiment dans cette chance-là de diriguer et d'être dans cette compétition. On a, par exemple, vous avez déjà entendu parler des Nano 2012, Nano 2017. Ça vous dit ou ça vous parle, ça ne vous parle pas? Voilà. D'abord, on a démarré par Nano 2007, c'est de se dire comment on avait un projet structurant avec ST Microelectronics en particulier. Aujourd'hui, on en est à travailler sur Nano
2017, c'est une compétition mondiale. Ça veut dire que tout ce que vous avez embarqué dans vos téléphones, dans les smartphones, les technologies sont en train de se décider en ce moment. Ça veut dire que, par exemple, ST Microelectronics est en train, et avec notre CEA, de travailler sur un composant qui s'appelle le FDSOI. C'est du jargon très technologique. Mais s'il gagne la partie industrielle, ça veut dire à la clé 10 ans d'avance technologique. Et donc, ça veut dire que la technologie ST sera embarquée chez Samsung, chez tout ce que comptent les plus gros dans le monde en matière de filière de la microélectronique. Donc c'est ça la compétition. Et ça se passe à Grenoble. Et ça se passe dans les laboratoires. Et c'est ici que la compétition se joue. Et que je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de visiter des salles blanches. C'est vraiment... ce sont des usines. Tout à l'heure, je discutais avec une dame en aparté, en ayant le sentiment qu'on était mono-activité, et y compris surspécialisé, et ça veut dire qu'on serait que sur de la R&D et non pas sur du développement d'usines. Ce n'est pas les usines d'hier avec la fumée, hein. C'est des usines high-tech, il n'y a pas un grain de poussière pour rentrer là-bas, vous êtes équipés comme des cosmonautes, quasiment, parce qu'il ne doit pas y avoir un grain de sable pour fabriquer les puces, quoi. Et une entreprise, une usine de ce type-là, ça coûte 1 milliard à la construction. Là, actuellement, ST va investir dans le cadre de l'année 2017 3 milliards d'euros sur le territoire de l'agglomération grenobloise, notamment à Crolles, où se crée la prochaine génération d'entreprises. Tout cela se fait avec ce que nous on appelle les instruments européens. Il y a le synchrotron, l'accélérateur de particules que vous avez au bout de la presqu'île. Il y a l'Institut Loé Langevin, il y a un certain nombre de... Et on a une chance historique, hein. Il y a peu de territoires en Europe qui ont concentré sur leur territoire autant d'instruments de recherche mondiale qui irriguent justement notre industrie. Nous avons aussi, pas seulement sur la question des filières de la micro et nano-électronique, nous avons l'ensemble des questions liées autour de la médecine et des problématiques de santé, autour de la biologie moléculaire et structurelle. Pour imager ce que je dis, pour que vous puissiez comprendre, on a aujourd'hui parmi les pôles de compétitivité en France, nous disposons des 3 plus grands pôles de compétitivité à vocation mondiale. Vous avez tous entendu parler de Minalogic, qui est filière de la microélectronique. Nous travaillons en étroite collaboration, par exemple, avec Lyon, autour d'Accélera, qui est sur la chimie verte. D'accord. Et puis on a d'autres sujets autour de Lyon Biopole ou de la cancéropole qui s'appelle Clara, justement pour travailler à soigner les cancers. Nous avons par exemple Clinatech, qui est unique, l'un des 3 projets les plus impressionnants dans le monde sur la question des maladies dégénératives. C'est de se dire que dans les prochaines années, on saura soigner Parkinson, Alzheimer par exemple. Que derrière ce travail, là aussi dans ce centre-là qui s'appelle Clinatech, qui est situé sur la presqu'île scientifique, un exosquelette. Un exosquelette, c'est comme une peau, une seconde peau que vous avez sur vous-même, qui est commandée par le cerveau et qui permet notamment à des personnes qui ont été victimes d'accidents de pouvoir faire de la rééducation sans avoir tous les appareillages qu'on peut avoir aujourd'hui. Et demain, l'idée est d'aller aider des personnes lourdement handicapées avec ce genre de système. Toute cette innovation trouve des débouchés économiques. L'idée d'innover sur ces défis-là, ce n'est pas seulement pour dire qu'on est dans la R&D, qu'on est les meilleurs, c'est que derrière, ça crée de l'emploi. Et si les grands groupes, si les entreprises s'intéressent au territoire de l'agglomération grenobloise, parce qu'il y a cette capacité d'innovation. C'est à ce titre-là que vous êtes compétitif. Si vous ne parlez pas, et si l'innovation n'irrigue pas votre projet économique, vous devenez obsolète assez rapidement. En dehors d'être seul sur le marché et d'être leader, et encore là-dessus, vous pouvez être leader pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Rappelez-vous Nokia. Aujourd'hui, Nokia n'a pas su faire le saut technologique et il se retrouve en très grande difficulté.
HP, pareil. Hewlett Packard, pendant longtemps, ils ont été leaders sur la question des ordinateurs. Ils n'ont pas. Et à Grenoble, on a failli subir un peu les conséquences de la perte d'emploi, et du coup, HP, qui est une boîte américaine, qui allait partir de l'ère grenobloise. Ils ont su tirer profit justement de l'écosystème et de cette innovation pour aujourd'hui remettre de l'innovation quand même de leur projet. Et ils ont été les premiers à créer les ordinateurs tablettes, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez enlever, vous avez le clavier, vous avez la tablette, vous pouvez fixer votre tablette sur votre clavier, travailler dessus et puis reprendre la tablette. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous promener avec un gros ordinateur comme c'était le cas jusqu'aujourd'hui. Ce sont tous ces sauts technologiques qui font que vous gagnez des parts de marché, ou en tout cas vous continuez à conserver des parts de marché. C'est le cas y compris pour Caterpillar, c'est 2600 emplois à Grenoble, entre Grenoble et Chirol, Caterpillar. Ils ont été leaders dans le monde pendant très longtemps. Caterpillar a été là-dessus. Ils ont un concurrent asiatique puissant aujourd'hui qui leur prend des parts de marché et eux-mêmes commencent, grâce à l'écosystème grenoblois, à mettre de l'intelligence embarquée sur leurs engins. Et ils recommencent à gagner des marchés aujourd'hui grâce à cet écosystème parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, quand ils ont besoin de faire évoluer leurs machines ou leurs produits, en passant par les centres et les labos publics ou privés d'ailleurs, ils ont capacité à rester dans la compétition mondiale. C'est bien sur ces enjeux-là que nous essayons fortement de travailler. Notre CEA est au cœur même de l'ensemble de ces dispositifs. C'est plus de 800 brevets déposés chaque année. C'est énorme dans le monde, c'est assez impressionnant. Et en matière de rapport de la qualité-prix sur la qualité de nos ingénieurs, il y a peu d'équivalents en Europe. Peu d'équivalents en Europe. Il y a une entreprise qui est arrivée l'été dernier à Grenoble qui s'appelle Salesforce. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont des gens qui travaillent sur le cloud. Vous savez, c'est aujourd'hui le nuage, là où on va faire migrer toutes nos informations. On a déjà quasiment plus besoin d'avoir des clés USB. Après se pose la question de la sécurisation des données, qui est une autre problématique. Il a essayé d'identifier des lieux, parce qu'il vient de la Silicon Valley, et il s'est dit, j'ai envie d'irriguer le marché européen et asiatique. Et il a fait le tour du monde. Il s'est dit, où est-ce que je pourrais installer mon département R&D en dehors des États-Unis? Il a fait le tour, et au final, il s'est implanté à Grenoble. Ça veut dire que, pourquoi Grenoble? Nous aussi, on se pose la question, de se dire, quand même, il y a suffisamment, quand on réfléchit à l'échelle du monde, quand même, et il a dit, textuellement, que c'était à Grenoble qu'il trouvait les meilleurs ingénieurs au prix où il attendait, et y compris cette capacité à être réactif par rapport à ses produits. Et donc, il a implanté le département R&D Monde, Europe, ici à Grenoble. On a aussi, depuis l'été dernier, Alstom, le groupe Alstom, qui historiquement était aussi pour partie à Grenoble autour de l'hydroélectricité, qui ont rapatrié leur département R&D depuis Levallois-Perret. Voilà. Ce sont 250 personnes qui sont venues ici, et depuis Grenoble, ils font de la plateforme grenobloise leur département recherche et développement monde sur les questions d'hydroélectricité avec des marchés à la clé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont aussi rapatrié les lieux de fabrication parce qu'ils ont délocalisé la fabrique de leurs grosses turbines. Une turbine, ça coûte quelques millions d'euros et elles doivent avoir des durées de vie de 40 à 50 ans. Ils ont fait par exemple, c'est eux qui ont gagné le marché des Trois Gorges en Chine. C'est le projet le plus pharaonique qui a été réalisé au cours de ces dernières années. Ils gagnent des marchés en Inde, ils gagnent des marchés au Brésil. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, ils refont de la place de Grenoble ce haut lieu de la recherche et de l'innovation pour gagner des marchés à l'international. Nous, on se réjouit parce que c'est de l'emploi, c'est de la compétitivité. Et y compris, ils se sont remis à fabriquer ici, sur l'aire urbaine grenobloise, leurs turbines. Je vous parle de toutes ces grandes entreprises parce que pour nous, ça reste des fleurons. Il n'empêche que l'innovation, elle irrigue aussi des petites entreprises. Pour vous citer un exemple, dans le cadre des PME. Aujourd'hui, nous avons une chance assez inouïe, c'est que l'ère
urbaine grenobloise est très internationale par la composition de ces entreprises. Il y a plus de 140 entreprises à capitaux américains qui sont dans l'agglomération grenobloise. Nous sommes la première région anglo-saxonne de France. Je ne vous parle pas des plus grosses dont je vous ai cité, HP, Caterpillar, Becton Dickinson, qui font des seringues et qui travaillent dans le médical en particulier. Mais il y a des tas de PME qui se sont implantées, des PME américaines. Il y avait une PME qui était dans le Nord Isère, qui faisait de la tuyauterie pour faire passer l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Mais de façon traditionnelle. Et il perdait des marchés et l'entreprise allait déposer le bilan. Il se trouve qu'arrive un directeur qui dit « mais c'est quand même dingue, regardons comment on peut aller chercher de l'innovation auprès du CEA et auprès de Minatech ». Je suis aussi vice-président de Minatech, qui est une structure qu'on a créée sur les micro-nanotechnologies et le logiciel, justement pour X. Il a dit, voilà, je souhaiterais faire des tuyaux intelligents. C'est-à-dire, comment je peux gagner des marchés? Je ne veux pas déposer le bilan. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Là où hier, il faisait des tuyaux en PVC ou à l'époque en fonte, etc., qui coûtaient cher, et quand ils se cassaient, c'était compliqué d'aller réparer, il fallait creuser, donc des coûts énormes pour ceux qui utilisaient ces choses-là. Il leur a dit, je veux travailler sur deux aspects. Je veux travailler sur des tuyaux dont le revêtement permet une durée de vie d'une centaine d'années, voilà, sans qu'on ait à chaque fois à forcément les remplacer, et mettre des capteurs dessus, pour que par exemple, les collectivités, une ville de Grenoble, quand elle doit refaire tous ses réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, eh bien, elle puisse repérer où sont ces réseaux-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui connaissent leur réseau. Et donc, vous voyez bien, de temps en temps, quand on en fait des travaux, ce n'est pas le cas à Grenoble, parce qu'on connaît plutôt bien notre réseau, vous avez un tractopelle qui va, l'appel va arracher tout le réseau, et donc, c'est branle-bas de combat. Ils ont gagné la partie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette société qui s'appelle Elliott, qui a créé ces tuyaux-là avec des nouvelles résines, c'est assez extraordinaire parce que ces tuyaux peuvent subir des froids jusqu'à -50 et des chaleurs jusqu'à 100 degrés. Ça veut dire qu'il, voilà, quoi qu'il se passe, et y compris en cas de tremblement de terre, ce sont des réseaux qui peuvent, ces tuyaux peuvent s'étirer. Donc avec un risque minimisé d'explosion au cas où il y aura un tremblement de terre ou des dégâts importants. Et ils y ont mis des capteurs. Ça veut dire que dessus, vous avez n'importe quel d'entre nous d'ailleurs prend une caméra thermique et il sait où est le réseau. Et s'il y a un problème, on peut injecter un gaz qui va colmater le problème. Voilà le type d'exemple d'une entreprise, d'une PME qui allait déposer le bilan. Ils étaient descendus à 20 salariés, aujourd'hui ils sont à 100 salariés. Ils gagnent des marchés à l'international. Ils vont participer d'ailleurs au mois de mars à tout un... Il y a tout une forme de foire, voilà, d'un salon sur la question de ces produits-là en particulier, mais pas que, à Phoenix aux États-Unis. Et voilà, d'une entreprise qui a failli fermer, qui a failli déposer le bilan, donc avec des pertes d'emploi sur un territoire de l'aire iséroise, eh bien, ils ont pu rebondir grâce à l'innovation, grâce à cet écosystème. Ils gagnent des marchés. Et pour vous reprendre un autre exemple d'une entreprise grenobloise, ECM, ils font des fours industriels. Voilà. Et leurs fours industriels, ils se sont dit, de toute façon, dans la compétition mondiale par rapport aux Chinois, les prix, on ne sera pas compétitif. Voilà, vendre des fours industriels pour le secteur de l'automobile, pour faire chauffer des pièces, etc., on ne saura pas faire. Par contre, si on fait les fours les plus intelligents qui soient, et on va les vendre à toute l'industrie automobile, on pourra gagner des marchés. C'est une entreprise ECM qui travaille avec le CEA, PME, qui ont mis eux aussi de l'intelligence embarquée avec des produits assez remarquables. Cette entreprise est passée d'un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont leaders mondiaux dans leur domaine. Ils viennent de gagner un marché au Kazakhstan pour 40 millions d'euros. Ils viennent d'en gagner un. Il se trouve qu'ils ont fait partie de la délégation qui est partie
au Brésil avec le président de la République et ils ont gagné un marché à hauteur de 200 millions d'euros au Brésil. Ça veut dire qu'une petite PME, PMI, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui, par l'écosystème grenoblois et l'innovation qui est embarquée, ont pu gagner des marchés à l'international. Voilà, ça c'est tout le volet de l'innovation de cet écosystème entre, bien sûr, la recherche fondamentale, nos laboratoires, l'excellence du travail de nos laboratoires, et puis comment des PME, des PMI, des industriels font confiance à cet écosystème parce que ça leur fait gagner un petit peu et voire beaucoup de marchés à l'international. On met des billes là-dedans très très fortement. On a déposé du coup, on a les résultats bientôt pour être capitale européenne de l'innovation, comme vous êtes capitale culturelle aussi européenne, vous l'avez vu dernièrement avec Marseille, et là ils viennent de lancer cette opération. Au départ on était 80 villes, on a rapidement fait partie des 20 qui ont été retenues, et là on fait partie des 6 dernières villes à être retenues, justement par rapport à cet écosystème. Et dans les 6 villes retenues, on passe un oral jeudi à Bruxelles. Voilà, pour expliquer l'écosystème. Je vous ferai passer d'ailleurs le film qui dure 5 minutes, très intéressant d'ailleurs, parce qu'il illustre, on ne pouvait pas le faire passer aujourd'hui, voilà, parce que il faut que l'Europe en ait aussi un peu la primeur dans notre sujet. Et on a de grandes chances d'être dans les 3 dernières villes en Europe pour être capitale européenne de l'innovation, avec à la clé un prix de 500 000 €. Et ces 500 000 €, on veut les injecter justement dans les PME, PMI, pour les aider à aller plus loin en matière d'innovation, d'exportation et de gagner des marchés, des parts de marché en France, mais à l'échelle internationale. Après, je terminerai sur ce aspect-là des choses pour qu'on puisse échanger, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous, c'est de se dire comment, au-delà du territoire de l'urbaine grenobloise, on permet à notre pays aussi de se réindustrialiser. Le président de la République a passé commande auprès de notre CEA de l'écosystème grenoblois pour mettre en place ce qu'on appelle les IRTS, c'est les instituts de recherche technologique, à Nantes, Bordeaux et Toulouse. Aujourd'hui se travaille par l'expertise grenobloise l'avion électrique. Ça veut dire qu'avec Airbus se travaille à l'heure d'aujourd'hui les prochains avions qui seront électriques. Il faut travailler sur la pile, vous comprenez bien qu'il y a des défis colossaux à relever, mais voilà, c'est ce genre de projet qui aujourd'hui se mettent en place grâce à cet écosystème qui est né, je vous le dis, depuis 100 ans, qui se renouvelle. Et là aussi, l'idée, c'est pas de s'appuyer seulement sur l'existant, mais c'est toujours d'essayer d'avoir 10 ans d'avance. Donc là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir au Grenoble 2020, de se dire comment on anticipe des mutations industrielles, sociétales, et comment déjà on commence à y travailler. On essaye aussi d'accompagner des startups. Nous sommes l'une des villes européennes les plus en avance sur l'aide aux startups. On a un forum qui s'appelle le Forum Catri pour aller lever des fonds. Pour vous donner, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Delta Drone. C'est une entreprise qui est née, qui est une petite start-up qui a créé des drones civils. Aujourd'hui, ils commencent à gagner des marchés et demain, ils viennent de rentrer en bourse, ils viennent de lever 4 millions d'euros dès les premières semaines de leur introduction en bourse. Et c'est une entreprise qui est située dans le locaux de la ville de Grenoble, sur le secteur de Grenoble. Et puis après, comme je vous le disais, la question de l'innovation, elle est aussi sociétale, elle est sociale, parce que on ne veut pas aussi avoir des territoires où vous n'auriez que des ingénieurs, des gens voilà, mais il faut tirer tout le monde vers le haut, et puis derrière des personnes qui ne pourraient pas, faute d'emploi, accéder à ces emplois de plus en plus qualifiés. Donc il nous faut trouver là aussi un écosystème qui favorise aussi l'emploi pour tous, et du coup l'innovation, elle doit irriguer l'ensemble de notre territoire. Voilà un petit peu, pour ne pas être le plus exhaustif possible, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre des jours et des jours, mais en essayant d'illustrer avec quelques exemples de ce qu'est notre écosystème et pourquoi des entreprises, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi Grenoble est cité voilà, parmi ces territoires qui comptent dans le monde, c'est parce que voilà, il y a des femmes et des hommes d'excellence, avec certainement dans
dans les années à venir des prix Nobel. On parlait de Clinatech, on a une personne qui s'appelle le professeur Benabid, qui est un des plus grands neurochirurgiens dans le monde, qui est un grenoblois, qui est d'origine algérienne, qui lui-même a travaillé sur Clinatech. Là, par exemple, des sujets sur lesquels on a une vraie compétitivité, une vraie compétition. Et puis je terminerai complètement. On n'oublie pas les sciences sociales, parce qu'ici, il y a je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du G2I, du Grenoble de l'innovation, qui est porté par l'IAE. Et l'idée, c'est que l'ensemble des étudiants, entre autres de l'UPMF ou de Stendhal, on puisse apporter une culture de l'innovation. C'est-à-dire qu'y compris dans les programmes, que tous ceux qui ont des choses à faire remonter, il n'y a pas que dans les technologies, même si on y est très attaché, sur ces sujets de société, comment à Medès France et à Stendhal, cette question-là de l'innovation est aussi portée dans les programmes et puisse aussi vous aider dans vos parcours ensuite pour rentrer dans le monde du travail. C'est aussi cette capacité à faire évoluer tout ce secteur-là des sciences sociales. Voilà, c'est un peu les défis qu'on essaie de relever en parlant d'innovation au sens large du terme. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, des idées de start-up. Vous êtes tous comme vous n'êtes pas nombreux, vous êtes tous en master, Licence. D'économie. Ouais. Master d'économie. Licence d'économie. Licence, c'est ça. Doctorat. Et vous? Master. Master aussi. D'accord. Tous en économie. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire après? Vous avez des idées, pas d'idées? Travailler. Oui. C'est tout le mal que je vous souhaite. Tout le mal que je vous souhaite. Mais il est important, vraiment, les conseils que je peux vous donner sur cette question-là de l'innovation, de s'en emparer vraiment. Parce que dans les métiers, dans les responsabilités que vous pourriez avoir dans les années à venir, ça doit traverser la manière dont on fait du management. Aujourd'hui, manager, si on n'est pas en capacité d'innover et de faire évoluer la question des ressources humaines au sens large du terme, par exemple, les entreprises auront des difficultés. On ne manage plus aujourd'hui même des PME, PMI. Et c'est là où on est en déficit, par contre, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des startups avec des gens, des ingénieurs brillantissimes, qui ont l'idée, qui ont le concept, qui savent fabriquer l'objet, mais qui derrière, quand il s'agit de passer de la start-up à la PME, PMI, ne savent plus manager. Ce n'est pas leur rôle. Et là, il y a des vrais besoins. Ça veut dire que là aussi, en termes d'offres d'emploi, il y a besoin d'avoir des personnes qui vont manager tout le volet commercial, ressources humaines, évolution de ces entreprises. Donc là, vous avez des débouchés qui ne sont pas négligeables grâce à cet écosystème. Donc il faut vraiment s'emparer de ces questions, de ces sujets. Pourquoi l'innovation? Oui. Bon, c'est pas mon domaine, mais j'ai beaucoup appris, je vous remercie. Notamment l'éclairage historique que vous avez porté sur Grenoble. C'est ça qui explique aujourd'hui Grenoble a ses résultats en matière d'innovation. Mais en ce qui concerne le processus d'innovation lui-même, donc il y a des grands groupes du type qui sont installés à Kroll, il y a le CEA, il y a les labos. Donc, elle se fait où l'innovation? C'est dans ces grands groupes, mais est-ce qu'elle se fait aussi dans des structures plus petites? Ça, c'est la première. Pour que je comprenne, je suis novice dans cette matière-là. La deuxième chose, l'intervention des PME, PMI. Est-ce qu'elles interviennent, comme vous, à travers l'exemple que vous avez cité, pour demander une innovation par rapport à, ou bien est-ce qu'elles-mêmes, elles font de l'innovation, ou bien est-ce que uniquement elles sont là pour mettre en valeur cette innovation pour gagner des parts à l'intérieur,
Alors ça, c'est pour éclairer ma lanterne en ce qui concerne le processus d'innovation. La deuxième chose qui m'intéresse, Grenoble a certainement, bien sûr, des coopérations aussi avec d'autres villes, pas uniquement des villes du Nord, mais des pays du Sud, la coopération décentralisée. Est-ce que Grenoble est aussi transmetteur d'innovation vis-à-vis de ces pays-là, notamment vis-à-vis des pays du Sud de la Méditerranée, on va dire du Maghreb, des choses comme ça, et est-ce qu'il y a des choses qui se font dans ce sens? Voilà. Sur les deux questions. La première question, comment se développe l'innovation? Dans tous les champs, en fait. Après, il faut des locomotives. Et que pour avoir ces locomotives, parce que ça coûte cher l'innovation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas des endroits pour aller tester vos expérimentations, ça devient compliqué. On a des startups qui aujourd'hui créent de l'innovation parce qu'elles ont l'idée, sans aller chercher ce qui existe dans les grands groupes ou au CEA. Quand il s'agit... mais la plupart de ces créateurs, une grande partie de ces créateurs, sont souvent issus de ces grandes écoles. En tout cas, de l'INPG, ou sont même ingénieurs. Mais pas que. Pas que. Il y a aussi des personnes qui ont travaillé dans l'industrie et qui ont l'idée, ils se disent, ben voilà, j'ai cette idée-là, je voudrais créer tel appareil, telle chose, et ils créent leur start-up. Et là, c'est ce que je dis, on a mis en place des dispositifs, qu'on appelle rapidement Grain, Pétale et Gravite, pour essayer d'accompagner. D'abord, on valide l'idée collectivement. On se dit, ben, est-ce que l'idée, elle vaut le coup de la poursuivre? Une fois qu'on a validé l'idée, on se dit, ben, tiens, on va la tester cette idée. On va voir si elle est viable. Et une fois que l'idée est viable, parce qu'à l'échelle de test, eh bien, on se dit, ben, tiens, ça vaut le coup de l'industrialiser, ou de la mettre sur le marché. Voilà, il y a parfois ces parcours qui naissent pour amener des projets à grandir. Et nous avons une chance là aussi, c'est que quel que soit le porteur de projet, quelle que soit l'idée qu'il a, il peut trouver des solutions sur le territoire de l'aire grenobloise. On l'accompagne en mettant à disposition par exemple des locaux, parce que quand vous démarrez, vous n'avez pas toujours les moyens. C'est souvent la famille qui vous aide à créer telle ou telle chose. Et quand vous n'avez pas l'argent, c'est souvent dans votre garage, c'est souvent dans votre appartement. Voilà. C'est comme ça que les plus belles idées sont nées dans le monde, et très souvent par des erreurs. Souvent par des erreurs de manipulation que les plus grandes découvertes se sont réalisées dans le monde. Ça, je vous dis au passage, mais voilà. Il n'empêche que, voilà, ça veut dire que n'importe lequel d'entre vous qui aurait une idée, il peut trouver sur le territoire grenoblois des soutiens pour voir comment tout ça chemine et grandit. Je vous dis, ça part de la petite start-up, ça part du grand groupe, ça part de la PME-PMI, oui, qui a besoin de mettre de l'innovation dans des produits qu'elle avait mais qui sont devenus obsolètes. Ça peut être des PME-PMI qui ont grandi suite au développement de la start-up. Et puis par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Soitec. Soitec, voilà, c'est une boîte un exemple assez formidable. C'était une start-up à la base. Ils étaient une poignée de personnes qui ont créé ce qu'on a, 60% de ce qu'on a dans nos appareils vient de Soitec, par exemple. Et aujourd'hui, c'est à peu près 1000 salariés, Soitec. Ils étaient 10 au départ. Donc voilà le genre d'exemple, ce qui est devenu une entreprise. Oui, mais c'est le contexte mondial. Là, la compétition, elle est rude, mais de passer d'une dizaine à 1000, voilà, eux-mêmes se remettent en cause parce que, à un moment donné, le marché de la microélectronique aussi était un peu à stagner, et donc tout le monde en a subi un peu les conséquences. On est dans une crise aussi. On est dans une crise depuis 2008 qui n'a pas d'équivalent en dehors de la crise de 29. Vous qui suivez ça de près, il n'y a pas d'équivalent dans tout ce que ça a produit comme incidence, et on n'en a pas vu encore le bout du tunnel. Je vous rappelle, donc on est en pleine crise. Les taux de croissance en France sont à tonnes, même ailleurs. Aux États-Unis, c'est par le gaz de schiste qu'ils ont relancé un peu l'activité. Voilà, quand vous regardez de près ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, ça, il y a ces questionnements. Donc oui, l'innovation, il faut qu'elle trouve quelque part
moyen d'être expérimenté, testé, et ça peut être une personne seule, comme les grands groupes qui tirent un peu la croissance et les éléments de la croissance là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Mais il faut les accompagner. Oui. D'où, y compris à l'échelle nationale, les crédits d'impôt recherche, tout ce qui permet d'être facilitateur. Parce qu'on est dans une compétition mondiale. Tous les pays dans le monde interviennent. C'est un faux débat que de se dire la libre concurrence, la liberté, ok, d'accord. Tous les pays dans le monde occidentalisé interviennent lourdement et massivement. C'est le cas en Corée, c'est le cas au Japon, c'est le cas en Chine, c'est le cas aux États-Unis. Il ne faut pas croire que les États-Unis n'investissent pas massivement pour relancer leur économie. Ça n'existe pas autrement, en tout cas. Donc nous aussi, en France, on est tenu de jouer là-dessus. Après, il faut créer les conditions favorables à ce que cette innovation permette justement le maintien, le développement de l'emploi. Nous, c'est les priorités qu'on fixe au-delà des avancées technologiques. Sur les coopérations décentralisées, Grenoble a une vingtaine de coopérations de par le monde. Et entre autres, en Afrique, on en a une avec Constantine, en Algérie, avec Sfax en Tunisie, avec Oujda depuis peu au Maroc, avec Ouagadougou au Burkina Faso par exemple, et puis on a en Europe, aux États-Unis avec Phoenix, au Japon la coopération qu'on vient de signer avec Tsukuba. L'idée, c'est d'être dans une réelle coopération. C'est pas d'aller en disant on a la science et vous ne savez pas et donc on va vous vendre la technologie. Au passage, pour les étudiants d'économie, il y a eu ici quelques professeurs, et notamment un qui s'appelait Gastien de Bernis, pour lesquels on avait passé, de l'Algérie à l'époque, avait passé commande sur les industries industrialisantes, pour lesquelles on leur avait demandé, voilà, et c'est dans la période des années 70, etc. Et on voit là sur le résultat. À l'époque de ce qu'avait pu produire en Algérie et le saut technologique qui aurait pu être pris. Aujourd'hui, le CEA, pour être très concret, par exemple, avec l'Algérie, le CEA travaille avec le ministère de la Recherche algérienne pour regarder sur un certain nombre de la filière microélectronique comment on peut ensemble travailler au développement d'un certain nombre de technologies en Algérie. L'Algérie aussi, et là ce que le projet pose d'autres questions aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle Desertec. La Desertec, c'est de faire le projet certainement le plus important dans le monde en termes d'énergie solaire. Il pourrait, si le projet se passe, fournir un quart de l'électricité de l'Europe en énergie propre. Voilà. Sauf qu'on ne sait pas la transporter. Voilà, la transporter, et y compris aujourd'hui les panneaux photovoltaïques, c'était les Allemands qui avaient le marché. C'est compliqué, voilà, les filières sont assez compliquées. Voilà. Donc là, il y a des sauts technologiques à essayer de passer. Voilà quelques-uns des exemples de coopération sur ce domaine-là, mais pas que. Il en va aussi dans le domaine de la médecine. Là aussi, il y a des échanges de savoir-faire, parce que, par exemple, pour l'Algérie, autour de la question du diabète, il y a des sujets de société sur les matériaux d'habitat. Du transport aussi, je pense. Le transport sur deux aspects. On travaille par exemple avec Pomagalski. Pomagalski réalise deux transports par câble en Algérie, à Alger et à Constantine. À Constantine, ils ont fait le cap pour aller du bas de la ville, parce que c'est un peu montagneux là-bas aussi, pour aller du bas de la ville en haut de la ville, pour régler une partie des problèmes d'embouteillage en particulier. Voilà des exemples assez concrets d'échanges entre, par exemple, des entreprises françaises, Pomagalski et l'Algérie, par exemple. Donc oui, c'est dans cette compétition mondiale qu'il y a des échanges entre acteurs internationaux. Si personne n'a de questions particulières. C'est pas trop en fait, tout miser sur l'innovation microtechnologique, nanotechnologique, surtout les MST parce qu'on entend surtout parler d'eux. Ok, oui, imaginons ils perdent le marché ou tout simplement l'entreprise s'en aille. C'est le cas pour pas mal en fait, d'industries grenobloises qui étaient reconnues au niveau mondial dans les années 50 et au final maintenant plus personne ne connaît.
sauf pour des cas de luxe, mais sinon après c'est au niveau de l'emploi, ça c'est. On ne met pas toutes les billes que dans la filière de la microélectronique. On est dans les sciences du vivant, on est dans le biomédical, on est dans différents secteurs et dans la transition énergétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable justement de travailler à faire des économies à nos territoires. Et tout cela, au-delà de la filière microélectronique, peut nous aider et aider les systèmes grenoblois à préserver des emplois. C'est ça les enjeux. Par exemple, sur la filière hydrogène, dans l'agglomération grenobloise, nous sommes certainement parmi les plus en avance dans le monde sur les questions de la pile à combustible d'hydrogène, sur son stockage, etc. Mais les lois font qu'on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui, ça va se débloquer ces jours-ci. Et donc avec Air Liquide, par exemple, le véhicule hybride notamment qui va utiliser la technologie hydrogène est en train de se réaliser à Grenoble et entre autres avec Toyota. C'est voilà. Pour illustrer sur la question du transport, Toyota a fait le choix, Toyota Monde a fait le choix de créer ce qu'on appelle nous les véhicules citadins, le iRoad, qui sont ces jours-ci, qui va être en test sur la presqu'île, 70 véhicules, c'est des formes de scooters électriques, ils vont les tester sur Grenoble grandeur nature pendant 1 an, et ensuite ils vont irriguer le marché mondial. Et donc là aussi, l'idée, c'est de garder des usines qui vont fabriquer et réparer, entre autres, ces objets-là. Oui, on essaie de permettre, par expérience, tout à fait. Et bien au contraire, c'est la filière bois, le développement de la filière bois, la filière de nouvelles technologies, mais pas que dans la filière microélectronique, parce que ça serait suicidaire dans les 10 ans si le marché s'écroulait, et il faut anticiper de l'avenir. Je crois qu'il y a une dernière question. Oui. On a sur le bassin grenoblois une grande synergie entre la formation, la recherche et la production. Mais dans des sites, on va dire, un peu différents, il y en a à Grenoble, il y en a à Montbonneau, tout ça. Est-ce que la création de Grenoble Métropole est une chance pour améliorer cette synergie et comment vous voyez Les Grenoblois, pour nous, c'est une excellente chance. C'est pourquoi on s'est battu pour être métropole. Voilà. On est la seule aire urbaine en France qui ne soit pas capitale de religion en dehors de Nice, à s'inscrire dans la loi. Là. Au 1er janvier 2015, on est métropole par la loi. Ça veut dire que cette métropole va exercer des compétences en direct, notamment sur les questions économiques, sur les questions de mobilité, sur les questions d'habitat, et qu'aujourd'hui, il faut raisonner à cette échelle-là, depuis Voiron jusqu'à Pontcharrat, voire demain jusqu'à Chambéry. Les défis sont là. Les défis de la formation. Là aussi, l'université de Grenoble-Alpes qui se crée en fédérant les 4 universités, c'est aussi une avancée non négligeable, voilà, pour créer des synergies. Mais oui, la métropole est une chance. Et qu'est-ce qu'elle va permettre concrètement d'améliorer? C'est d'avoir une force de frappe qui ne soit pas seulement la superposition de ce que fait la ville de Grenoble, de ce que fait la ville de Voiron, etc. L'idée, c'est d'avoir, voilà, d'être costaud ensemble. Et de mettre des billes, par exemple, de se dire, dans le territoire voironnais, on va avoir du terrain à mettre pour tel ou tel type d'activité économique, pour ne pas tout concentrer en même endroit et jouer en affaire. Voilà. C'est de pouvoir. Ça évite une petite guerre entre différents petits territoires. Oui, ça évite tout ça, et au contraire, ça nous permet d'être costaud. On est dans une compétition et dans une mondialisation, quoi. À l'échelle de nos territoires, on est tout petit. Quand on va au Corée du Sud, déjà, pour qu'il situe Grenoble, même si on pense qu'on est connu, alors quand vous dites que vous êtes à Voiron ou à Murianette, voilà, ça situe les enjeux du débat. Et Lyon est en train de s'organiser par ailleurs. On souhaite aller, y compris travailler un peu plus fortement avec Lyon dans nos rapprochements sur des sujets très forts, avec Valence, et que c'est les enjeux de territoire. Bah écoutez, si vous avez à peu près terminé, on va laisser la parole à Madame Elisabeth Becker, qui est la chargée des relations entreprises d'Innovalet.
séminaire Innovaler. Je suis en charge des relations entreprises et donc aujourd'hui on m'a demandé de venir vous faire une présentation de nos technopoles Innovaler. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment est situé Innovaler, puisque nous avons 40 ans d'innovation, le parc existe depuis 40 ans, et puis en même temps le fonctionnement de notre structure et la pépinière d'entreprise qui vient d'ouvrir ses portes et qui s'appelle le Tarmac. Donc je vous propose peut-être de défiler, et puis après, soit vous m'arrêtez si vraiment une question précise, parce qu'on n'est pas très nombreux, donc c'est vraiment un petit groupe là, soit on verra à la suite, à la fin de la présentation. J'aime pas là. Donc comme je vous ai expliqué, Innovaler 40 ans, puisque nous avons fêté nos 40 ans il y a plus d'1 an en arrière. Et la technopole est effectivement à une situation enviable par rapport aux autres zones d'activité, par rapport à Lyon, Grenoble, Chambéry. Donc ça c'est plutôt la position géographique dans le sillon alpin, avec sûrement une extension dans toute la vallée du Bel-Vaudan à terme, d'ici 10 ans. Donc là, donc là, vous voyez bien la situation d'Innovaler, puisque nous sommes sur les deux communes Mélan-Montbonneau, vallée du Bel-Vaudan, à côté du campus, et bien sûr un lien avec la presqu'île d'Angers. Nous sommes bien sûr complètement intégrés dans l'écosystème grenoblois, où vous pouvez voir les différentes structures avec lesquelles nous avons soit des partenariats, soit des liens privilégiés, à savoir eh bien, tout ce qui est le monde de la recherche, donc bien sûr les pôles de compétitivité, tout ce qui est éducation-formation, donc nous avons un partenariat signé depuis peu avec l'IAE, GEM, l'INP, votre université aussi, de presse, toutes les structures d'accompagnement et de financement qui sont importantes pour, dans la suite, vous verrez, par rapport à la pépinière d'entreprise. Bien sûr, des relations avec les collectivités et l'État, préfectures, les communes, communautés de communes et départements, les organismes consulaires, à savoir la CCI particulièrement, la CGPME, le MEDEF, et puis d'autres technopoles sur la France, puisqu'il existe un certain nombre de technopoles, labellisés technopoles sur notre territoire français. Donc quand eh bien, effectivement la technopole a été créée, c'était un pari tout à fait innovant, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus de 40 ans en arrière, ces zones d'activité telles que la nôtre n'existaient pas. Nous avons été le premier parc dédié à l'innovation qui a été créé en 1972, qui a été un petit peu à l'image de Sophia Antipolis, si vous connaissez un petit peu Sophia Antipolis sur Nice. C'était une vocation avant-gardiste, en valorisant et en favorisant les passerelles entre l'université, la recherche et l'industrie. Donc c'était complètement novateur de l'époque. Et c'était aussi à Paris, puisque c'était parier sur l'innovation, qui était le moteur de développement par la création surtout de start-up. Et nous avons également, je dirais, contrôlé ces activités, puisque sur le parc, vous avez 70% d'activités innovantes et 30% de services tertiaires. Donc c'était la volonté dès le départ d'avoir un parc à vocation et qui perdure depuis 40 ans. Et de quelle façon il perdure? Eh bien, nous avons une sélection d'entreprises qui est faite par un comité d'agrément. Ce comité d'agrément, il y a 3 collèges. Donc il y a les collectivités, les représentants des 2 communes, bien évidemment, la EPI, le collège de l'université et de la recherche, donc représenté par Grenoble INP, le CEA et pour l'université la l'AUEG, et puis bien sûr les entreprises représentées par Innovaler et la CCI. Donc que va faire ce comité d'agrément? Il va étudier les dossiers en vérifiant certains critères. Et les critères majoritaires, bien évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de la recherche et développement, la production industrielle, technologie avancée, du tertiaire supérieur, la distribution et du service à revente de produits technologiques. Donc ça représente pratiquement les 70%.
Et puis on aura les 30% qui sera bien sûr le tertiaire d'accompagnement et le service commun du soin. Donc ces pourcentages sont vraiment c'est primordial de les respecter. Et bien souvent, nous avons été obligés de refuser des entreprises parce qu'elles ne rentraient pas dans ces critères. Et c'est ce qui nous a permis de conserver cette vocation et cette spécificité de notre territoire. Ce qui vous explique justement que cette vocation elle est restée intacte. Donc nous avons à peu près toujours ce schéma université, industrie, recherche, où nous avons 70% d'entreprises innovantes avec une activité de recherche et développement. Sur Innovalet, depuis tant d'années, il y a eu une centaine de technologies qui ont été brevetées par nos entreprises. Et puis il y a également, ça paraît logique, des programmes de recherche collaboratifs avec les centres de recherche, avec l'université, puisque Grenoble est malgré tout un vivier très riche à ce niveau-là, et les entreprises en profitent. Il y avait également, et ça a été également fait dès l'origine, un concept d'aménagement qui était zone verte pour matière grise. Donc ça a été le slogan dès le départ, et ce slogan-là, on le garde encore, puisque maintenant nous sommes vraiment orientés vers tout ce qui est développement durable. Alors à l'époque, effectivement, quand les premières entreprises se sont installées, elles se sont installées sur Mélan, qui était la première tranche, qui était donc une zone marécageuse, et le choix de l'époque était de respecter l'environnement par l'implantation de petits bâtiments, donc pas de bâtiments de 5-6 étages, mais des R+1, bien évidemment entourés de verdure, en fait comme un véritable campus. Je dirais que maintenant les choses évoluent un petit peu parce que rareté du terrain et que Grenoble étant dans une cuvette, on ne va pas pousser les montagnes. Donc il va y avoir une évolution au niveau des bâtiments industriels, puisque maintenant le plan d'occupation du sol a été revu. On va pouvoir construire de nouveaux bâtiments, peut-être R+2, 3, 4, 5, et avec une mixité, je dirais, habitat, activité, chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années en arrière, mais qui va nous faciliter l'accès aussi aux services de proximité, ce qui est important dans une zone telle que la nôtre, pour que les salariés se sentent bien aussi bien au niveau de leur travail que pouvoir disposer tout autour de leur entreprise des services de proximité. Et puis c'est ce qui fait vivre et à la fois la ville et la zone, puisque on peut qualifier les salariés, alors pour Mélan, puisque parlons de Mélan, les habitants s'appellent des Mélanais, donc les salariés on les appelle les Mélanais du jour, puisqu'ils font vivre toutes les activités économiques autour, ce qui est très important. Et puis, le choix de cet emplacement était aussi facilité par l'accessibilité par l'autoroute, des transports en commun, et il y a un rayonnement aussi de pistes cyclables qui ont été construites au fil des années. Alors bien sûr, nous allons vanter les atouts pour s'implanter, puisque l'objectif c'est que nous attirions des entreprises qui s'installent sur notre territoire. Donc nous avons quand même 110 hectares, la Technopole représente 110 hectares sur Mélan-Montbonneau, 280 000 m² de locaux d'activité. En 2014, 14 000 m² de locaux neufs qui vont être construits. Et puis il y a une extension sur Easy Park, donc qui est sur la commune de Saint-Imier. Donc il y a eu un partenariat avec la commune de Saint-Imier qui a souhaité intégrer l'implantation de ces entreprises via le comité d'agrément d'Innovalet sur 54 000 m² de terrain, donc terrain avec construction de bâtiments. Et sur Montbonneau, il y a également un projet d'extension. Donc ça, ce sont tous des projets dans un avenir proche ou à moyen terme. En tout cas, pour 2014, nous avons quand même 14 000 m² de locaux, puisque nous sommes dans une phase de requalification de notre territoire partie mélanaise, puisqu'elle a 40 ans, donc des bâtiments un peu désuets, qui ont été démolis, et sur de nouveaux projets de construction, qui permettra d'amener forcément des bâtiments plus attractifs et répondront mieux aux attentes des entreprises actuellement quant à la recherche des locaux. Donc,
Pour animer, je dirais, tout ce territoire, il faut bien sûr, bien évidemment, avoir un espace entrepreneurial qui regroupe, je l'aborderai un petit peu plus loin, une pépinière d'entreprise. C'est tout à fait nouveau, elle a ouvert ses portes le 6 janvier, qui est sur les activités Green IT, logiciel et numérique. Donc pareil, avec une vocation bien ciblée. La structure technopolitaine d'accompagnement qui est Innovalet, notre association interentreprise. Un service de coworking tout à fait nouveau pour accueillir, je dirais, des nomades, des personnes en télétravail, des personnes qui créent leur propre structure en auto-entrepreneur, qui ont besoin d'un lieu convivial, mais qui est déconnecté de leur lieu d'habitation, où ils peuvent rencontrer d'autres entrepreneurs, participer à des animations. Et puis la maison des initiatives et de l'emploi, donc, qui est intégrée également dans ce groupe. Donc on retrouve aussi bien les startups, l'accompagnement qui est Innovalet et l'emploi par la maison d'initiative et de l'emploi. Nous avons également beaucoup d'expertise et donc on est en mesure d'accompagner nos entreprises, aussi bien nos startups que les entreprises qui sont déjà sur le territoire, par un certain nombre de conseils, aussi bien dans l'innovation que dans le droit des entreprises, dans la recherche de financement, dans la stratégie marketing ou de la comptabilité. On est en mesure d'aiguiller nos entreprises, puisque nous sommes, depuis le temps que nous existons, nous avons certaines compétences et en tout cas connaissance des experts vers qui on peut diriger nos entreprises. Donc, elles savent qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'elles peuvent aider et en tout cas accompagner. Alors là, on va voir des chiffres qui sont peut-être plus parlants pour vous. Donc, Innovalet sur le territoire, 350 entreprises, 10 200 emplois, 9 000 chercheurs, 46% de start-up, 70% d'entreprises innovantes, 75% des emplois dans la technologie numérique et 30% d'entreprises à l'international. Nous sommes le premier bassin emploi privé. C'est important de le savoir, sur Grenoble, ça représente un territoire qui représente 10 000 salariés. Je peux vous dire qu'on nous regarde de loin. Avec une progression toujours dynamique, puisque en moyenne 36 nouvelles implantations par an, donc ça veut dire que c'est 36 sociétés qui ont été agréées sur les territoires, même s'il y a des sociétés qui partent pour diverses raisons, mais nous arrivons à maintenir cet équilibre, avec une progression, vous le voyez sur ce graphique, du nombre de salariés, et en 2013, plus de 1000 emplois. Donc nous avons eu le départ de chez Atos, qui est parti, la société Atos Origine qui est partie sur Bouchaillé, qui représentait 600 salariés. Mais entre la progression des emplois plus la venue d'autres entreprises, nous avons récupéré cette période, plus 1000 emplois. Innovalet également a certaines valeurs et des ambitions qu'elle préserve. Nous avons été en 2002 une des technopoles à mettre en place le système de management environnemental. Donc c'est la suite logique de matière risque pour zone verte. Donc on a été complètement audité au niveau de Innovalet pour mettre en place toutes les mesures concernant l'environnement. Nous avons été également une des premières à mettre en place le plan de déplacement inter-entreprise, c'est-à-dire à peu près 7 ou 8 entreprises, de grosses structures, ont travaillé ensemble pour mettre en place le plan de déplacement d'entreprise en interne. Donc on a bénéficié d'expertise, d'un expert qui est venu étudier dans chaque entreprise. Il y avait un collège entreprise et un collège salarié, et pour étudier quelles étaient les possibilités et les lieux, adaptés à l'entreprise pour déclencher un plan de déplacement entreprise. Donc bien sûr, ça, je parle de ça en 2004. Maintenant, ça commence à devenir, c'est un terme qui est usuel, où on en parle de plus en plus parce que Grenoble, on sait bien, les déplacements ne sont pas si simples. Donc en 2004, c'était vraiment très innovant. En 2008, mise en place de la charte de développement durable, à savoir que chaque entreprise
qui s'installe sur notre territoire doit signer cette charte. Bien sûr, il n'y a pas, je dirais, c'est un engagement moral, hein, aussi bien sur tout ce qui est consommation d'énergie, sur les bâtiments, les conditions de travail, sur tout ce qui est économie d'énergie, aussi bien traitement des papiers, des déchets informatiques et électroniques. Donc nous les engageons à aller dans ces démarches-là. Et en 2014, nous sommes en train de réfléchir sur même un label développement durable et même aider les entreprises à aller encore plus loin de ce qu'elles pourraient faire, puisque quand nous les visitons, quelquefois elles sont aux prémices ou tout du moins elles ont du mal à mettre en place tout ce qui est un trait à la charte du développement durable. Et en 2010, toujours dans l'idée d'aider nos entreprises, de leur apporter le plus possible d'informations, on a créé justement un portail de bonnes pratiques pour qu'elles viennent piocher par-ci par-là des informations et qu'elles puissent l'adapter à leur fonctionnement interne. Donc Innovalet a vraiment, depuis 2 ans, 3 grands axes stratégiques. On travaille sur le développement de l'emploi, sur tout ce qui est innovation et bien sûr tout ce qui est le Green IT. Donc ça va être découlé de différentes façons. Nous avons 4 champs d'application, donc ce sont des commissions de travail, une commission attractivité, donc qui va travailler plus sur tout ce qui est attractivité du territoire et voir l'avenir. Tout ce qui est dédié aux entreprises, les services dédiés aux entreprises, les services dédiés aux dirigeants. Alors, ça vient juste de changer un tout petit peu cette commission qui est plus véritablement service aux dirigeants, mais plutôt une entraide aux entreprises en difficulté. Donc on s'est rendu compte que quand une entreprise rencontre de grosses difficultés ou peut-être dans des phases très difficiles, on peut faire appel à d'autres personnes compétentes, bénévolement, pour bien souvent elle a le nez dans le guidon, donc voilà, c'est plus trop ce qu'il faut faire. Et donc on va intervenir sur différentes compétences pour l'aider et peut-être justement redresser la barre. Et en tout cas, ça va être des missions ponctuelles, mais qui apportera un plus pour nos adhérents. Et puis le service aux salariés, c'est bien travailler, mais aussi il y a le vivre sur place. Et donc c'est tous des services qui vont faciliter le quotidien de nos salariés. Alors les entreprises, nous en avons déjà parlé, 350 entreprises, donc nous avons beaucoup de grands groupes, beaucoup de PME, et puis bien sûr des startups. 9 centres de recherche, donc l'INRIA, qui est situé sur Montbono, Orange Labs, et le centre de recherche de Oracle. La particularité sur ce camembert, c'est que nous avons quand même beaucoup de petites et moyennes structures. Quand je parlais de grands groupes, ce n'est pas elles qui sont les plus représentatives sur notre territoire. Nous avons à peu près 49% de 2 à 10 salariés. Donc une multitude d'entreprises, dont les startups, sont présentes. Entre 11 et à 50, 28%, et vous voyez plus de 100 salariés, 6%. Donc ça, c'est vraiment très caractéristique de notre territoire. Ensuite, avec des activités très variées, mais par ce graphique, vous voyez bien que l'informatique et le logiciel prédominent, tout ce qui est green tech, énergie aussi. Avec des métiers et des secteurs bien différents, mais bien sûr, large place est laissée au système des technologies de l'information et de communication, avec 700 000 emplois dans ce secteur-là, toujours le même nombre de chercheurs et des projets collaboratifs, donc je vous ai évoqué tout à l'heure. Voilà, donc les Green for IT, les entreprises qui travaillent dans ces différents domaines, du cloud computing, du Green Data Center, l'éco-conception. Et puis, l'inverse, développer l'intelligence de nos environnements, donc avec différents projets de nos entreprises.
Voilà, donc là je vous ai balayé, je dirais, les grandes généralités d'Innovalet Territoire. Je vais vous dire quand même quelques mots sur le fonctionnement d'Innovalet, l'association, parce que sans l'association, la Technopole ne pourrait pas vivre, et c'est elle qui avait apporté toutes ces réflexions par les commissions, tous ces services dédiés aux entreprises, aux salariés, qui est important pour faire vivre l'ensemble. Alors voilà un petit peu la gouvernance. Vous avez donc un conseil d'orientation stratégique qui est assez nouveau, hein, qui se réunit 2 à 3 fois dans l'année, un conseil d'administration avec 19 membres d'Innovalet, un comité d'orientation pépinière. Ensuite, de ce conseil d'administration, vous avez le bureau, donc le président, le secrétaire, le vice-président et le trésorier, et bien sûr la directrice, qui est donc salariée, alors que les autres sont tous des bénévoles. Et la structure est composée de 6 salariés, hein, qui est gérée par Annie Sophie, notre directrice. Donc le bureau, lui, il va suivre les débats stratégiques du conseil d'administration, il va mettre en place les plans d'action, et bien sûr, l'équipe d'Innovalet va être force de proposition, et puis va mettre en œuvre ce que le bureau a défini comme plan d'action. Nous travaillons également sous forme de commission, dont je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, donc l'attractivité, les services dirigeants, entreprises, salariés, une commission sport, une commission restauration et la commission pépinière. Comment est financée notre structure? Alors, par les cotisations des entreprises, puisque l'entreprise qui s'installe cotise à Innovalet, adhère à Innovalet. La cotisation est fonction du nombre de salariés. Alors, pour vous donner une idée, jusqu'à 10 salariés, ça doit être 250 € par an. Par des services, donc c'est-à-dire tous les services qu'Innovalet propose. Je reviendrai sur la notion de service et de coût, puisque ce sont des coûts mutualisés, donc souvent en dessous du prix du marché. Et puis une toute petite partie par les collectivités, donc Mélan, Montbonneau, qui représente bien la promotion du territoire que nous faisons pour elles, tout ce qui est le traitement des agréments, les implantations d'entreprises, les entreprises qui cherchent des locaux, nous sommes en mesure de les aider à s'installer, et donc tout l'aspect, je dirais, économique des implantations. Donc ce qui représente un budget de 380 KF, donc vous pouvez voir que l'association est complètement privée, puisque tout ce qui est très peu de subventions, uniquement 13% sur l'ensemble de ce budget. Ça peut avoir des avantages comme des inconvénients. Les inconvénients, c'est effectivement que les budgets sont beaucoup plus serrés peut-être que certaines autres technopoles qui fonctionnent bien souvent via des communautés d'agglomération, style la métro, donc qui ont quelquefois des niveaux de financement bien supérieurs à ce que nous, on peut avoir. Alors voilà, nous rentrons dans le vif du sujet sur les missions d'Innovalet. Donc, sur l'attractivité, c'est tout ce qui est mission de promotion. Donc, on va bien sûr s'intéresser à tout ce qui est communication externe. Nous avons une newsletter, un blog, un site qui est très consulté, un annuaire papier, un livre, des panneaux, des bornes interactives, tous les éléments qui peuvent faire de près ou de loin connaître notre territoire. Bien sûr, des relations publiques, presse, événementielles, puisque tout au long de l'année, en fait, on organise des événements, que ce soit des petits déjeuners, que ce soit des ateliers, que ce soit des rencontres, que ce soit des présentations comme vous-même, délégations, puisque nous sommes très souvent visités par des délégations ou françaises et étrangères d'autres territoires, pour voir comment nous fonctionnons et voir s'ils sont en mesure de mettre en place le même type de structure. Ensuite, nous avons tout ce qui est mission d'intérêt général, c'est-à-dire que nous sommes, je dirais, les coordinateurs et les contacts directs avec les transports, puisqu'on est très impliqués dans le développement des transports, donc ça va être avec tous les AOTU. On fait partie, je dirais,
des commissions de travail pour faire évoluer les transports sur nos territoires. On a été à l'initiative à l'époque, puisqu'il y avait très peu de transports sur la Technopole, de la première navette que nous appelions à l'époque ZIRST, qui venait donc du Grand Sablon jusqu'à Innovallée, puisque Innovallée n'était pas du tout desservie. C'est après, je dirais, maintes efforts et collaborations que nous avions pu mettre en place cette navette. Et puis, voilà, réfléchir sur un meilleur maillage de transport en commun pour desservir au mieux les deux territoires, ce qui n'est pas simple puisque les deux territoires ne sont pas sur les mêmes communautés, hein, donc pas même transport en commun, mais nous avons bon espoir que tout ça, un jour ou l'autre, s'harmonise au mieux. Ensuite, eh bien, il y a tous les services dédiés à l'entreprise. Alors, quand j'en parle d'équipements partagés, services mutualisés, bien sûr, il y a des services payants et des services gratuits. Dans les services payants, nous sommes effectivement toujours dans des tarifs mutualisés, donc en dessous du prix du marché, pour faciliter le quotidien de nos entreprises. Donc nous avons des locations de salles de réunion complètement équipées, modulables, du stockage d'archives, archives dormant par exemple, l'espace coworking dont je vous ai parlé, le service mutualisé de la centrale d'achat au niveau des fournitures administratives. En fait, c'est un contrat cadre que nous signons avec un fournisseur. Comme vous avez pu voir, beaucoup de petites et moyennes structures, donc qui n'ont pas de contrat cadre. Hein, j'exclus les grosses sociétés, style Schneider, Rolls-Royce, Capgemini. Donc en fait, on a signé des conventions pour avoir des tarifs 20-30% moins chers. Les sociétés allaient en direct. Donc c'est quand même, ça pèse lourd. Hein. Tous les 3 heures, il y a un appel d'offres. Je peux vous dire que les fournisseurs discutent, donc c'est que le gâteau doit être bon. Nous avons mis en place aussi un factotum, en fait, c'est pour tous ces petits travaux, quelquefois qui sont ennuyeux, on ne sait jamais qui appeler. Donc, il suffit que l'entreprise nous appelle et nous lui envoyons un service d'entretien. Collecte des déchets, bien sûr, ça rentre tout à fait dans le cadre de notre démarche de développement durable, aussi bien pour le papier, recyclage du papier, que pour tout ce qui est déchets 3E électroniques et informatiques, puisque maintenant les entreprises ne peuvent pas, sont obligées d'avoir une traçabilité sur leurs déchets. Donc nous passons par une entreprise qui va collecter, qui va leur donner une traçabilité de tous les déchets qu'elles ont souhaité évacuer. Et puis également tout un accompagnement personnalisé. Des permanences conseils, des formations, des ateliers de bêta-test. Par exemple, une entreprise allait mettre en ligne une procédure et un site internet, donc elle a voulu tester. Donc, une dizaine d'entreprises est venue pour être des bêta-tests et voir ce qu'il fallait améliorer avant de le mettre sur le marché, par exemple. Et puis, on joue aussi un grand rôle pour tout ce qui est recherche de locaux, hein, puisque c'est moi-même qui m'en occupe directement, des entreprises qui cherchent à s'installer. Donc, je vais les aiguiller pour savoir quels sont leurs besoins en surface et les mettre en lien soit avec des propriétaires directs, soit avec des agences spécialisées, et je vais les suivre jusqu'à leur implantation. De nombreuses rencontres. L'objectif, c'est effectivement toujours jouer le rôle de réseau, le plus possible, d'une façon ou d'une autre, par quelque façon que ce soit. Alors ça peut être par des thématiques bien précises, sur des conférences. Nous avons donné des conférences avec des intervenants de choix, des rencontres de petits déjeuners sur des thèmes précis, des workshops, des portes ouvertes entreprises pour faire découvrir les métiers des entreprises, et puis différents types d'événements, le pot des nouveaux arrivants, des événements festifs. L'objectif, c'est toujours de créer des réseaux, que les entreprises se rencontrent, éventuellement peut-être collaborent ou travaillent ensemble, en tout cas pour pas qu'elles soient isolées, hein, et c'est toujours l'idée de créer du lien. Donc nous avons en moyenne, on en a encore reparlé pas plus tard que tout à l'heure, en moyenne plus de 200 événements à l'année. Vous pouvez imaginer ce que cela représente. Nous sommes quand même plus de 6, donc ça fait énormément de travail tout au long de l'année. Et en plus, depuis peu, nous avons donc, je vous ai parlé du partenariat avec GEM, INP et l'IAE. Également, tout au long de l'année, des petites conférences qui sont organisées sur les thèmes bien précis. Alors ça, c'était dédié à l'entreprise, hein. Et puis il y a effectivement tous les services dédiés aux salariés. Donc le restaurant, 3 restaurants interentreprises, donc je précise bien interentreprises, c'est-à-dire restauration collective.
puisque des entreprises abondent sur le prix du repas et obligatoirement sur une zone de ce type-là, il faut forcément de la restauration collective, en dehors des autres restaurants classiques. Donc les transports, nous en avons déjà parlé. Nous avons également des actions sur des formations. Nous sommes en mesure de monter des formations inter-entreprises de tout type. Tout ce qui est loisirs, plus de 25 activités sportives sont proposées entre midi et 2 aux salariés. Des avantages type CE également. Donc nous avons une carte avantage Innovalé, c'est-à-dire que nous avons créé des partenariats avec, je dirais, des commerces de proximité, c'était un petit peu plus éloigné. En fait, l'idée de base, c'était que très souvent, le chef d'entreprise connaît Innovalé et les salariés, quelquefois, l'information ne passe pas très bien. Donc on se demandait, mais comment on peut les associer? Donc c'était l'idée, en ayant cette carte, c'est qu'ils s'appartiennent et s'approprient Innovalé, donc en ayant cette carte avantage Innovalé. Donc rien que le fait déjà de nous la demander, ils viennent nous voir, du coup on peut discuter et ils peuvent profiter de différents services. Et dans les animations, bien, par exemple, il y a le Cross Innovalé qui a plus de 20 ans d'existence avec un challenge inter-entreprise, donc celui-ci qui est très discuté, un barbecue pour l'été, le workshop d'été, l'arbre de Noël, donc des entreprises n'ont pas de CE, donc on est en mesure de leur proposer type CE, un arbre de Noël avec un spectacle, la venue du Père Noël, des solutions de petits cadeaux pour les enfants. Tout ceci alimente l'animation globale du territoire. Voilà, là, j'en ai terminé, je dirais, pour tout ce qui est Innovalé propre. Je ne sais pas si vous souhaitez que je continue sur la présentation du Tarmac, donc, qui est la pépinière d'entreprise, qui vient d'ouvrir ses portes, je le disais là, depuis janvier, qui peut-être ultérieurement, un jour ou l'autre, vous attirera. Vous serez intéressé si vous êtes à la fin de votre cursus universitaire, comme vous le souhaitez. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, l'objectif du Tarmac, c'était justement d'avoir une pépinière thématique, avec la cible, c'est les jeunes entreprises en phase de démarrage, qui ont un bon positionnement et une méthodologie, Lean Startup. Donc l'objectif de la pépinière d'entreprise, eh bien évidemment, c'est d'offrir une offre locative souple et adaptée, puisque une entreprise qui rentre dans une pépinière ne reste pas plus de 3 ans. Donc au départ, elle a un loyer, un accompagnement stratégique, donc on va l'aider dans son développement, des services mutualisés, et puis une offre locative adaptée. L'offre locative, justement, c'est une start-up, elle n'a pas beaucoup de moyens, elle est souvent isolée, elle sort souvent d'un incubateur, ils ne sont pas forcément, je dirais, ils sont dans leur projet et ils ont besoin d'un accompagnement très souvent business, très souvent commercial, très souvent marketing, pour qu'elle passe l'étape suivante et qu'elle puisse grandir. Donc forcément, elle n'a pas énormément de moyens et donc le fait de rentrer dans une pépinière, elle va avoir déjà tout cet environnement, donc plus être isolée, et puis une offre immobilière, je dirais, adaptée. Donc elle va pouvoir louer un petit bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, bénéficier de l'espace coworking, une convention souple, sans caution. Donc du coup, ça va, je dirais, faciliter son démarrage. Avec des bureaux meublés, tout est inclus, les charges, Internet, les téléphones, la télésurveillance, la signalétique. En fait, elle vient, elle pousse son ordinateur et tout est pris. Et puis, bien sûr, elle va bénéficier de tous les services, aussi bien d'Innovalé que des services propres dédiés à la pépinière d'entreprise. Donc les services d'Innovalé, on ne va peut-être pas y revenir, puisqu'on a déjà évoqué. Et puis les services spécifiques à la carte, qu'elle pourrait éventuellement avoir besoin, du quotidien, de l'affranchissement, du secrétariat, de l'accueil, etc. Et puis surtout l'accompagnement au niveau de son activité. Et ce qui est important, voilà, c'est tout ce qui est accompagnement individuel, donc du créateur, du coaching du dirigeant, du parrainage, de mise en relation,
Et puis tout ce qui est accompagnement collectif, eh bien, elle va, je dirais, se raccrocher soit à des événements d'Innovalet, soit à des ateliers thématiques spécifiques pour la pépinière, puisqu'ils ont des problématiques que n'ont pas forcément les adhérents qui sont déjà installés. Donc bien sûr, eh bien, on va s'appuyer sur les moyens humains existants en interne, sur l'équipe d'Innovalet, et puis sur les réseaux de partenaires qui ont été créés pour la pépinière d'entreprise. Et voilà, j'ai terminé. Merci. Bien, j'étais peut-être un petit peu rapide, je ne sais pas. Non, vous avez des c'est questions, parfait. si c'est clair dans votre esprit, est-ce que vous connaissiez déjà Innovalet ou pas? Eh bien. Donc c'est bien, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 connaîtront. Donc vous allez être après notre porte-parole auprès de vos camarades pour qu'ils se rendent compte que tout proche de chez vous, de l'U-Campus, il y a quand même une zone avec 10 000 salariés, 350 entreprises, sûrement des entreprises qui vous intéresseront à un moment donné. Donc c'est important que vous le connaissiez pour vous orienter vers ces entreprises un jour ou l'autre. Je ne vous en ai pas parlé, mais ça c'est quelque chose qui pourra vous intéresser un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes encore en plein dans les études ou si vous êtes dernière année. Je crois que c'est un peu de tout. Il y a un peu de tout. Un peu de tout, parce que nous organisons également un forum emploi le 10 avril 2014, qui sera surtout pour des personnes en recherche de travail, ça peut être soit des personnes qui sortent de cursus universitaire ou autre. Ça c'est pareil, c'est une des missions d'Innovalet, d'aider les entreprises qui ont effectivement un certain nombre d'offres que nous collectons déjà, qui passent via notre site internet, mais nous avons décidé de carrément mettre en place un événement spécifique par l'intermédiaire d'un forum. Bien évidemment, peut-être que cette année ça ne vous intéressera pas. Donc gardez en mémoire que ça existe et qu'un jour ou l'autre peut-être vous en aurez besoin. Voilà, donc je vous invite même à venir dans nos locaux pour voir où nous sommes situés, si vous avez besoin d'un jour de renseignement, quoi que ce soit, ou même si vous souhaitez recevoir les newsletters pour connaître un petit peu les événements qui se passent, il y a toujours possibilité de s'inscrire à des événements qui ont des sujets, qui sont sur des sujets d'actualité, donc il ne faut pas hésiter, si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus. Moi j'aurais une petite question quand même, parce que vous avez parlé de vos partenaires, etc., des communes, mais on a le vice-président de la métro qui est présent ici. Oui. Vous ne travaillez pas du tout avec Alors la métro travaille avec nous aussi dans le cadre de la pépinière d'entreprise. C'est surtout dans le projet de la requalification d'Innovalet. Donc ils sont partie prenante, ils font partie du comité, pas le comité d'orientation, le comité de pilotage. Oui, stratégique et pilotage aussi. Voilà. De la pépinière d'entreprise. Ils sont surtout sur la pépinière d'entreprise, puisque la pépinière d'entreprise a été mise en place, c'était dans le cadre de la requalification aussi d'Innovalet, pour redynamiser le site. Et puis cette pépinière, on l'attendait depuis de nombreuses années, qui semble complètement, je dirais, qui doit s'intégrer complètement dans notre territoire, puisque nous n'en avions pas avant. Donc ça paraissait vraiment important qu'Innovalet puisse avoir sa propre pépinière. Mais c'est vrai que par rapport à certaines autres technopoles, Innovalet, la spécificité, c'est une technopole de chef d'entreprise. Il y a une indépendance financière, puisque c'est effectivement, comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est les cotisations des adhérents qui font vivre l'association, qui anime cette technopole. Les autres technopoles en France, on est la seule technopole voilà, sur très modèle économique. Les autres technopoles vivent d'argent public. Donc il faut effectivement des liens plus rapprochés et plus serrés avec les collectivités locales. Minimum de subventions, mais c'est dérisoire. On regarde le budget de l'association Innovalet. C'est effectivement des postes, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle, voilà. C'est un autre. Ça a des avantages et des inconvénients. Voilà. Par contre, les liens entre l'université et les grandes écoles, parce que là, ce qu'on a développé plus récemment, moi je fais la convocation, je peux aller à la j'ai intégré l'association, la structure il y a peu de temps, donc je bien moins l'organisation d'Elisabeth, mais je m'occupe des partenariats, particulièrement des partenariats avec les grandes écoles.
écoles, parce que la volonté, et c'est une nécessité, c'est qu'effectivement il y a un lien permanent entre la recherche, puisqu'on a la chance d'avoir sur le bassin grenoblois une émulation, une université et des centres de recherche qui sont importants, donc de rapprocher effectivement ces pôles de recherche, les écoles, la fac, et puis le monde de l'entreprise, montrer que c'est pas parce que ce sont de petites entreprises, parce que le tissu d'Innovallée, c'est effectivement des petites entreprises. C'est très Plein de pointu. choses à faire, il n'y a pas que les grands groupes, et c'est vrai qu'on. Voilà, il y a aussi des messages à faire passer. Oui, des messages à faire passer vers. Dans les petites entreprises. Oui, exact, puisque très souvent, vous êtes, en tout cas, les jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs, très souvent on cible des grosses structures, hein, et bien souvent, vous pouvez trouver des postes dans des PME, et bien elles ne communiquent peut-être pas de la même façon que les grosses structures, mais c'est un vivier très riche. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi on crée ces liens avec ces écoles pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que les grosses structures, mais que dans les PME, vous pouvez très bien vous épanouir et avoir des postes super intéressants. Sur toutes les PME, donc sur Innovallée, c'est, comme je vous l'ai expliqué, tourner vers des nouvelles technologies. Et voilà, la nouvelle technologie, ça a tout son intérêt, quoi. S'il y a d'autres questions. J'aurais aimé savoir s'il existait une coopérativité en fait, vraiment entre les entreprises, s'il y a des projets communs qui se créaient, ou si c'était au final on adhérait à Innovallée, puis chacun est plus ou moins de son côté, profite des services que vous apportez en tant qu'association, ou s'il y a quand même des échanges entre eux, en dehors des événements en fait, par exemple, pour développer un nouveau prototype. Oui, il y a certaines entreprises qui, déjà, de part, qui se connaissent. Les chefs d'entreprise sont quelquefois issus des mêmes milieux, hein, donc ils peuvent se connaître. Et il y a effectivement eu des projets collaboratifs entre entreprises sur des projets communs. Via la recherche, hein, très souvent sur les plateformes coopératives, il y a effectivement eu des projets. Bon, écoutez, merci, voilà, merci de votre intervention. J'ai pu attirer votre attention sur notre territoire et vous donner envie de venir nous voir. Peut-être en tant qu'étudiant et peut-être en tant que start-up plus tard, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. L'innovation, c'est aussi un des sujets centraux qu'on retrouve dans tous les masters de l'université. Oui. Et nous, on est en plein dans l'innovation, c'est vrai. Et à ce propos, on innove aussi à l'université, parce que nous avons la chargée de communication d'une junior entreprise qui se lance cette année, qui s'appelle Innover Conseil, et qui va faire une petite présentation rapide de ce qu'ils vont faire. Je laisserai quelques annuaires si vous le souhaitez. Bonjour à tous, je m'appelle Elina Diva, je vais vous présenter notre projet qui s'appelle Innover Conseil Junior. On est en train de confronter une junior entreprise au sein de la fac de l'économie. Tout d'abord, je vais vous expliquer qui sommes-nous, notre mission et notre objectif. Après, je vais passer par la structure, les services proposés et nos atouts. Et après, une petite publicité pour les étudiants. On a des postes, on recrute les gens et je vais parler à propos de ça. Tout d'abord, nous sommes 5 étudiants sortis des différents masters. Il y a des masters de diagnostic économique d'entreprise, chargé des études d'économique et statistique. Et après, les étudiants
préparer le paquet, je vais dire. J'étais en train de dire que nous sommes 5 étudiants qui viennent de différents masters de l'économie, ainsi qu'il y a des étudiants qui viennent de Master 1 et les autres qui viennent de Master 2. Donc voilà, c'est notre structure. Après, notre mission générale, c'est rendre des services pour les petites et moyennes entreprises et notre devise c'est innovation pour tous. Nos objectifs en cours c'est tout d'abord obtenir le label de junior création. Ce label est décerné par Confédération nationale des juniors entreprises. Et ce label est très bien connu dans le milieu professionnel. Après, on veut créer vraiment une association solide et créer des alliances ambitieuses avec les partenaires, élargir notre réseau professionnel et vraiment pénétrer cette association qui dans le fac de Pau. On propose différents services. C'est services de création et de lancement, les services de diagnostic d'entreprise, diagnostic financier d'entreprise, marketing et communication. Il y a beaucoup d'entreprises qui savent d'innover, mais ils ne savent pas comment donner une valeur économique à cette innovation. Il y a bien des innovations de produits et aussi les innovations organisationnelles dans le marketing. Et nous on peut aider à cette entreprise à donner une valeur économique de cette innovation et après implanter cette innovation sur le marché. Notre équipe a eu une forte expérience en travaillant avec une petite entreprise qui s'appelle ATI. Du coup, après cette étude réalisée, le directeur a eu une subvention en novembre 2013. Comme je viens de dire, notre équipe est constituée de plusieurs masters. Nous, on spécialise dans l'innovation parce que tous les membres de l'équipe sont sortis de séminaires qui s'appellent Innovation, Entreprise et Environnement. On reçoit bien de l'aide de l'enseignement chercheur de l'économie. Et maintenant, on est en partenariat avec différentes associations de la faculté. Et notre partenaire général, c'est Junior de l'IAE qui nous parraine dans nos projets. Aussi, on a osé entreprendre un appui et une web designer qui nous aide de créer un site. Aussi, on est en train de chercher un partenaire bancaire et on a déposé notre dossier déjà pour un BNP Paribas pour obtenir le subvention de nos projets. Et pour les étudiants, si vous êtes intéressés de travailler dans une équipe, si vous êtes motivé et dynamique, on propose quelques postes dans notre association parce qu'on est en train d'élargir
entreprise, on cherche responsable de communication, responsable de qualité des études, et après 5 postes de juniors qui vont traiter des dossiers des études. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et CV sur les adresses suivantes. Vous présentez innov.rh.junior@gmail.com. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Junior et les services proposés, vous pouvez contacter direct sur l'adresse suivante. Et on a une page Facebook pour d'autres informations si ça vous intéresse. Voilà. Merci pour votre attention. Pour adhérer à l'association, il faut, je sais pas, être en master, il faut avoir fait l'innovation, il faut avoir une expérience. Pour adhérer à l'innovation, il faut être étudiant à la fac d'économie de licence 3 jusqu'à master 2. Si vous n'êtes pas suivi une formation d'innovation, nous on propose plusieurs formations à l'intérieur de notre entreprise. On peut vous expliquer comment tout ça marche. En fait, c'est plus de l'observation, imaginons en L3, en M1 on commence à faire vraiment de l'étude, et après en M2 on transmet et on fait de l'étude en même temps, c'est ça l'idée ou pas du tout? Parce que si on arrive directement, en fait, on regarde, on observe comme un stage en fait. Oui, c'est aussi, ça peut être considéré comme un stage parce que là vous pouvez acquérir des connaissances, comment faire des études. Comme je dis, il y a plusieurs postes. Sur les plusieurs postes, il y a différentes tâches à effectuer. C'est parti. C'est tout bon, non? C'est tout bon, je sais pas. Ça va aller. Merci. Merci beaucoup.